formation à distance, les apprenants, les enseignants sont séparés dans le lieu, dans l'espace et dans le temps aussi. Alors, il me semble que ça pose des défis particuliers sur le plan de la progression des apprentissages, d'être capable de bien suivre ses étudiants, voir comment ils s'engagent. Ouais, on aime rencontrer nos étudiants en classe. On aime échanger avec eux à la pause, on aime échanger avec eux au début, à la fin des cours. On ne peut pas faire ça en ligne. Donc, pour pouvoir saisir leur intérêt, en particulier, cours après cours, vérifier que ce qu'on dit est bel et bien reçu. Alors, c'est difficile parce qu'on n'a pas ce contact visuel permanent. Donc, on va avoir besoin d'utiliser toutes les potentialités d'un environnement numérique d'apprentissage pour suppléer au fait qu'on n'est pas en contact direct avec les étudiants. Alors, selon toi, quels sont les défis principaux de l'évaluation des apprentissages dans un contexte de cours à distance? L'évaluation des apprentissages, il va avoir un problème particulier de validité. D'une part, on ne peut pas évaluer de la même façon en ligne qu'on le fait en classe où on a une observation directe, où on a un contrôle plus facile de ce qui se passe, qui fait la tâche, est-ce qu'il l'a fait suivant les consignes. Mais on va avoir surtout un défi de suivi constant des étudiants. Lorsqu'on rencontre les étudiants semaine après semaine, on a une possibilité de capter des informations et de confirmer que nos actions comme enseignants ont été efficaces et de voir que les objectifs qu'on fixe aux étudiants ont été atteints. Si on est en ligne, on va devoir organiser cette prise d'information en utilisant différents outils de rétroaction. Donc, on va pouvoir utiliser, suivant l'environnement numérique d'apprentissage dont on dispose, par exemple, un instrument de quiz qui peut être utilisé même lorsqu'on est en présentiel, mais qui devra être utilisé si on est dans un environnement en ligne pour obtenir semaine après semaine de la part des étudiants une confirmation qu'ils ont bien retenu le message principal du cours, l'ensemble des connaissances associées au cours qu'on vient de donner ou certaines habiletés dont on souhaite voir la manifestation à la suite du cours et des exercices qu'on vient de donner. Donc, il faudra utiliser des quiz, mais lorsqu'on parle de quiz, on ne parle pas forcément de questions à choix multiples. On peut parler de tâches à réaliser, on peut parler de rédaction courte ou longue, mais on va devoir, semaine après semaine, aller chercher des informations. Ça pourrait être aussi d'obtenir de leur part une opinion sur le sujet, d'obtenir de leur part une question d'examen, d'obtenir de leur part des points qui sont encore nébuleux à la suite du cours. Donc, peu importe le prétexte qu'on utilise, à la fin de chaque cours, il faut qu'on s'assure de garder l'étudiant actif et obtenir de l'information de l'étudiant. Bien, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Donc, l'idée, c'est de lui demander de réaliser une certaine production, parfois une petite production, mais qui lui permet de faire un retour sur ses apprentissages ou de voir si c'est bien intégré, puis qui permet à l'enseignant aussi de voir où les étudiants individuellement et collectivement en sont dans leur apprentissage. Exact. On conserve des traces de l'apprentissage de l'étudiant au fil du cours. Ce sera utile pour intervenir individuellement auprès de certains étudiants. Encore une fois, on ne les connaît pas personnellement, on ne les côtoie pas, ils ne peuvent pas venir aisément nous poser des questions. Et donc, on va devoir procéder à une sorte de dépistage et les quiz, les questions qu'on pose, les tâches qu'on leur demande vont nous permettre de dépister et de les contacter au besoin individuellement pour valider certaines choses, si ça se passe bien, s'ils ont des questions et peut-être proposer des activités de remédiation. Mais il y a aussi un autre avantage à obtenir ainsi des traces du processus d'apprentissage ou des différents objectifs que les étudiants peuvent atteindre ou les représentations qui les animent, c'est qu'on observe leurs apprentissages et on a une plus grande confiance que s'ils réussissent les évaluations finales, les différentes évaluations sommatives, bien, ce sera en raison du fait qu'ils ont appris, qu'ils ont travaillé dans le cours et non pas qu'ils ont trouvé un moyen d'obtenir par des moyens licites ou illicites les bonnes réponses lors d'un examen. Donc, c'est aussi un gain pour la validité de l'évaluation sommative. Donc, on rend l'évaluation plus continue, dans quelque sorte, avec peut-être plusieurs petits moments qui sont soit formatifs ou ne comptent pas, ou ne sont pas beaucoup notés, puis des moments plus importants sommatifs. Est-ce que je comprends bien? Oui. La question de noter ou pas les activités, on peut les qualifier d'activités formatives, puisque l'objectif principal est de les amener à réfléchir, les garder actifs, les amener à faire une synthèse,
faire de l'apprentissage en profondeur. Donc, on peut appeler ça des exercices ou des évaluations formatives. Mais en contexte en ligne, comme on veut absolument que les étudiants s'y livrent, on n'a pas d'autre moyen, bien souvent, que de donner un certain nombre de points à ces activités, 1, 2 points, s'assurer peut-être qu'il y a un feedback, une évaluation de notre part. C'est important de confirmer à l'étudiant que sa progression va bien. Il me semble que dans ce que tu décris, tu es très près de quelque chose qui existe depuis longtemps dans la littérature qui s'appelle les techniques de rétroaction en classe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En quoi est-ce que tu... Enfin, premièrement, que sont les techniques de rétroaction en classe? Alors, ce sont différents procédés tout simples, il y en a des dizaines, qui servent à précisément amener l'étudiant à réfléchir au sujet de la matière du cours, au sujet de ce qu'ils viennent de vivre par rapport au cours. Parfois, ce n'est pas un rapport aux connaissances, parfois, ça peut être un rapport à des événements, ça peut être affectif, ça peut être de l'ordre de l'opinion. Mais ce sont des questions qu'on pose ou des petites tâches qu'on confie aux étudiants à la suite du cours. Exemple de tâches. Demander à l'étudiant de résumer les 2 points les plus importants pour lui dans ce qui a été présenté au cours. On pourrait prendre à l'inverse, qu'est-ce qui, dans le cours, vous apparaissait moins important? Comme professeur, ça peut peut-être nous informer sur ce qu'on devrait élaguer là, lorsqu'on présente un cours. Ou encore les questions sans réponse, les points les plus flous, les points avec lesquels ils sont en désaccord. Il peut y avoir des résistances à l'apprentissage liées au fait que l'étudiant est en désaccord avec des points qui sont avancés. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas travailler là-dessus, on ne peut pas répondre aux objections. Donc, il y a un ensemble de questions de ce type qui permettent non seulement de faire travailler l'étudiant à partir de la matière du cours, encore une fois, approfondir, encoder les informations à travers un processus plus complexe, mais également d'informer le professeur au sujet des effets de son enseignement et d'améliorer constamment son cours ou simplement faire des liaisons un peu plus articulées là, d'un cours à l'autre en référant à ce que les étudiants ont retenu. Les désaccords, comme les erreurs dans les quiz, ça peut être important parce que ça peut être lié aux conceptions alternatives, aux fausses conceptions que les étudiants ont sur certaines parties de la matière. Ça peut être très important d'intervenir là-dessus. Oui, dépister des fausses représentations et certaines peuvent être ramifiées, donc avoir des conséquences pour l'apprentissage sur d'autres aspects que le seul sujet du cours. Donc ça, ce sont des informations importantes. C'est important aussi de mesurer si l'étudiant a acquis ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante, de dépister constamment l'étudiant sur les connaissances qu'il a acquis ou pas par des quiz, ou même sur ses valeurs, ses opinions, si ça peut interférer ou orienter le cours. Ça permet au professeur de proposer des activités de remédiation ou même d'envisager une façon différente d'aborder la matière et donc d'augmenter la probabilité de réussite de l'étudiant.